appartenir à cette secte d'islamo-gauchiste dont on parle en ce moment, voilà, mais dont je n'ai aucun problème à faire partie. Et puis, bon, bah, à part ça, moi, je veux dire, ils m'ont créé comme ça. Je veux dire que quel autre choix j'avais à faire que de me radicaliser après avoir eu ma main arrachée par une JF4. Après, il y a des gens, enfin, il y a des gens qui sont même allés beaucoup plus loin que moi à cause de ces choses-là. Là, moi, je revendique certaines choses, effectivement, je cautionne certains comportements en manif de manifestants, justement à cause de toute cette violence, effectivement, qu'on a pu se prendre et qui nous pousse à la radicalité et qui ne nous font pas plaisir, mais qui, malheureusement, voilà, sont malheureusement les seules choses qui nous restent. Maintenant, le personnage d'Antoine B, effectivement, comme tu le dis, hein, il est la fusion un peu entre mon histoire et ta plume, hein, tout simplement. Donc, mais je pense qu'il apporte, il apporte beaucoup de questionnements, en fait, surtout. Et que c'est ça le plus important. Et après, oui, il apporte aussi certaines réponses qui viennent de toi, beaucoup, et qui viennent parfois aussi de moi. Mais voilà, le plus important, je pense, c'est qu'il pose un débat. Il pose le débat, et le débat de la violence, le débat de la démocratie. Et voilà, moi, je pense que vraiment, il a du sens. Donc, c'est pour ça que je ne désavoue absolument pas ce projet et qu'au contraire, je le soutiens. Et que là, je suis en plein milieu d'un conseil municipal pour venir faire un live avec vous pour soutenir. Voilà. Ouais. Ben, on va passer au teaser. Donc, effectivement, apparemment, Antoine peut le lancer. Donc, du coup, c'est Hugo qui est le personnage qui joue donc, sur scène, Antoine. Hein, voilà. Donc, Hugo lance le petit teaser de la captation qui avait été faite au mois de janvier lorsque la pièce a été créée. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Ouais, c'est fait. Ouais. Alors, je vais. Alors, est-ce que Dominique, tu peux me donner le droit de partage? Je crois que Normalement, tu es tu dans l'as. sécurité. Et si tu m'autorises à partager, je peux le faire depuis mon ordinateur. Alors, attends, bouge pas. Vas-y. Normalement, c'est bon. C'est pas fait. Toute l'économie. Alors, je crois, Dominique, qu'il faut que tu ailles dans sécurité. Et normalement, quand sur sécurité en bas de l'écran, tu as un petit truc qui s'ouvre et il suffit juste de cocher autoriser le partage d'écran des utilisateurs. Oui, ok. Je partage ton écran. D'accord, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ah, et ben, c'est toi qui es en train de le faire, je crois, puisque c'est ton écran là qui s'affiche. Il faut que tu coupes ton micro, Florent, je pense. C'est moi qui le fais. Normalement, j'ai demandé à partager ton écran. Alors, attends, bouge pas. Si tu peux enlever ton partage d'écran, Dominique, Ouais. dis-moi l'enlever. C'est ce que je vais essayer de faire. Je Ça vais marche. arrêter. OK. Ah, c'est bon, voilà. On va y arriver. Hein. Ça y est, normalement, Voilà. on prend la main. Tout le monde le voit? Oui. À la fin de l'année 2018, un mouvement sans précédent embrasait la France. Une Jacqueline bloquait ronds-points, voitures et toute l'économie du pays. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple. Mais au nom de quoi vous arrogez-vous le droit de parler en mon nom, de limiter mes années et venues? Cette défiance-là est le poison qui nous empêche de vivre ensemble. Oui, je suis durcie, oui. Oui, j'ai une haine. Ça me bouffe. Ça me réveille la nuit. Je me retiens depuis si longtemps. Je suis un citoyen, c'est tout. Un citoyen engagé, je veux bien. Un militant, certainement. Un militant de gauche, oui, et attends, c'est pas encore interdit. En 2017, au premier tour, j'avais voté pour le candidat de la NPA. Et puis au second tour, sans aucun état d'âme, j'avais voté pour le candidat récent, afin de contrer l'extrême droite. Voici une radiographie de votre main. Vous pouvez voir votre poignet. Vous
franchement, celui qui porte le coup recevra une médaille. Le seul fait qui ne puisse être remis en question, c'est un jeune manifestant perd sa main dans une manifestation à cause d'une grenade GLIF-4 lancée par les forces de l'ordre. Nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Moi, je voudrais juste rappeler que l'aristocratie en France, à la veille de la Révolution, c'était entre 1 et 2% de la population. Et déjà, à l'époque, il y avait des gens qui disaient « Oh, mais c'est pas grave, arrêtez d'utiliser la jeune musique du peuple, en fait, c'est rythme naturel. » Ça, puis la démocratie est un art auquel chacun collabore activement là où il est. La grenade GLIF-4 est classifiée comme arme de guerre. Sommes-nous en guerre? Non. Bien sûr que non. N'étais-je pas complètement ivre? Est-ce que je me drogue? Est-ce que je suis un casseur? Monsieur le juge, oui, j'ai lancé un pavé contre les CRS. J'étais en colère, très en colère. On ne peut pas tolérer. Vous comprenez bien, on ne peut pas laisser faire. Contre la tentation du déni, je suis le personnage de fiction qui rend indéniable la vérité à l'heure des infox. Aujourd'hui, plus personne n'ignore cette réalité factuelle. Plus personne n'ignore qu'aller manifester, que dire non, c'est risquer une violence hors de proportion. Merci Hugo. Je vais recouper le son. Ça va prendre un peu de temps. C'est bon, c'est bon. Pas encore. Ouais. Oui, donc on a encore le micro. C'est bon? C'est dur la technologie. Donc oui, voilà. Donc oui, ce que je sais pas après ça, faudra voir pour les réactions. Hein, mais en fait, peut-être parler de la catégorie de théâtre dans laquelle on se situe. En fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Si on définit le théâtre, à minima, c'est un spectateur, un comédien. Tout le reste, le décor, même le texte, on pourrait discuter, puisque voilà, donc le noyau dur du théâtre, c'est des spectateurs et des comédiens. Et ce qui, en cette période, d'ailleurs, fait que c'est si difficile de continuer. Là, on est sur un genre de théâtre qui est quand même assez périphérique, parce qu'il s'agit de théâtre documentaire. Or, le théâtre, normalement, c'est toujours une fiction. Et là, on est bien dans cette idée-là qu'on est malgré tout dans une fiction. Antoine ne se reconnaît pas tout à fait dans le personnage d'Antoine. Il a été question qu'il joue son propre rôle, parce que moi, cette lisière-là m'intéressait beaucoup, du biographique, de la fiction, de la réalité. D'autant plus qu'un des axes centraux de la pièce, c'est la question des fake news, la question de la post-vérité. La post-vérité, c'est l'expression qu'utilise Yuval Noah Harari, qui s'est fait connaître notamment pour un essai qui était sur une brève histoire de l'humanité. Et son essai plus récent s'appelle les 21 leçons pour le 21 leçons pour le 21e siècle. Il parle de cette notion de post-vérité notamment, qui fait que c'est très très difficile de se situer dans un monde où on a l'impression que le mensonge est partout.
On a du mal à se fier à nos gouvernants. On peut en parler là, avec les histoires de vaccins, etc., etc. On a aussi du mal à se fier à l'heure des réseaux sociaux à tout ce qui est information mainstream. Mais on sait qu'effectivement, donc les infox circulent bien sûr, à commencer par là, sur les réseaux sociaux d'abord. Et finalement, ce qui devient le critère le plus rassurant de la vérité, c'est la parole de son ami, en fait. C'est voilà, je pense que tu dis la vérité parce que je t'aime bien. Et ça pose des vraies questions là-dessus. Donc, pour moi, c'était une des choses aussi sur lesquelles je voulais travailler. Et je pense que le théâtre est un moyen de poser ces questions-là, de remettre du débat, effectivement. Et c'est ce que dit un petit peu Antoine tout à l'heure, hein. Je pose des questions, je ne réponds pas forcément. Et c'est un travail qu'on a à faire ensemble. Même si je sais que le théâtre fait aussi qu'à partir du moment où on fait théâtre de ce sujet-là, on le fait exister. On le fait exister et je dis ça, il faut se souvenir, hein, il y a 2 ans, il s'en est passé des choses quand même depuis 2 ans. Il y a eu d'abord beaucoup de gens qui ont été blessés, mutilés, mais aussi dans nos médias, il y a eu une tentative réelle et on peut le voir de plein de manières de minimiser, de cacher, de discréditer la parole de ces victimes d'une violence policière. Mais aujourd'hui, ça fait consensus, c'est-à-dire qu'il a fallu, en termes de fake news, il faut quand même penser que l'ONU avait marqué son étonnement, sa désapprobation, et c'est fort en réalité, hein, c'est pas rien quand l'ONU s'inquiète de l'état des libertés en France. Même chose, effectivement, pour la Commission européenne des droits de l'homme. Donc on voit qu'à l'extérieur, on s'inquiétait bien de ce qui se passe en France. Et le théâtre est un bon moyen, effectivement, parce que justement, c'est de la fiction. On se pose d'emblée comme étant de la fiction, donc je ne cherche pas à imposer une vérité. J'essaye d'avoir ce côté kaléidoscopique et j'espère que le spectateur va se poser des bonnes questions parce que moi, je m'en pose, mais j'ai une position modérée, mesurée, ce que je disais, par rapport à Antoine qui s'est radicalisé. Je pense qu'effectivement, quand on se montre violent, y compris contre quelqu'un qui potentiellement pourrait être violent, parce que c'est ça dont Antoine a été accusé, hein, voilà. Quand bien même ce serait vrai, en fait, on se rend compte que cette démesure-là, eh ben, elle ne peut que provoquer des haines qui vont durer et qui auront des effets délétères sur sans doute toute une génération. Parce que quand on dit, Antoine, qu'une victime d'une grenade GLI F4, bah, il faut penser que c'est toute sa famille qui est bousculée par ça. C'est tous ses proches, tous ceux qui côtoient. Donc, ça a un effet délétère sur l'ensemble de la société française et pas sur quelques victimes qui seraient en plus de ça des gens responsables. Parce que quand on regarde de plus près, et justement, c'est le truc jusque-là, effectivement, quand on n'est pas directement concerné, voire quand on a une certaine hostilité envers des gilets jaunes, on peut dire ils l'ont bien cherché, puis on tourne la page et on passe à autre chose. Alors que dans la réalité, encore à Bordeaux, puisqu'il y a eu des manifestations la semaine dernière où il y a eu des bris de vitrine, on parle donc de 10 à 12 000 manifestants et de 10 à 12 casseurs. Donc, on voit bien qu'il y a une disproportion et c'est une vraie question sur la question le travail de la vérité. Je pense que le théâtre permet vraiment ça, la fiction en général, permet vraiment de redonner de la vérité là où on doute un peu. C'est d'ailleurs une citation que moi j'ai demandé au tout dernier moment hein, aux éditeurs de Par ailleurs, que je remercie, d'ajouter une citation que j'ai prise d'un essayiste qui a travaillé sur cette question de l'histoire en général et qui dit bien que quand en gros, quand on ne peut plus se fier dans la réalité de l'État, hein, bah, du coup, il nous reste la réalité de la fiction. Donc, je vous lis juste la citation de Yvan Jablonka, donc certains doivent connaître. Si les faits n'existent pas, s'il n'y a que des interprétations, si l'histoire n'est que la propagande du vainqueur, alors la fiction est la seule vérité. Elle permet de résister à l'histoire. Et c'est là aussi où même moi, par rapport à mon propre parcours d'enseignant, de fait, je me rends compte, c'est dommage d'attendre d'avoir 50 ans pour ça, mais d'assumer beaucoup plus cette part d'auteur
cette part de créateur par rapport au métier d'enseignant, parce que je crois énormément à mon métier de transmetteur, etc. Mais je me rends bien compte qu'effectivement, on a d'abord besoin de gens qui se saisissent du réel par la fiction. Parce que c'est effectivement par la fiction qu'on va pouvoir faire sortir ce que les médias n'arrivent plus à sortir, si jamais ils y sont arrivés. Mais c'est vrai qu'on a une accélération de processus qui était déjà existant avant, avec l'ère d'Internet qui, de fait, modifie beaucoup de choses. Je crois que depuis… Alors, Vincent, on ne t'entend pas. Parce que moi, je peux parler très longtemps, hein, mais après ça, je suis facile à relancer, mais je ne sais pas si tu peux réagir s'il y a des gens qui… Voilà, Vincent, tu as quand même des réactions par rapport au teaser ou on ne t'entend pas pour l'instant. Marie Bourjac a demandé la parole. Oui. Je reprends. Je crois que Marie Estripo. Oui, mais elle l'avait demandé, mais je crois qu'elle est partie. Hein. Ah, d'accord. Ah bon. C'est bon? Bon. Alors on écoute. Florent, la pièce que tu proposes, à l'évidence… Donc, je reprends la conversation peut-être. Oui. Je te pose une question là. Je pose une question pour relancer parce que la pièce que tu proposes, que certains connaissent, que d'autres apprendront à connaître, évidemment se situe dans le cadre d'un théâtre qu'on pourrait appeler tantôt un théâtre d'agitation, mais je ne sais pas si tu souscrirais à cette qualification, tantôt un théâtre engagé, bien sûr. En même temps, la façon dont tu as présenté la genèse de ton écriture et la façon dont tu l'as conçue montre bien que tu as le souci de permettre à l'ensemble, en tout cas à des radicalités différentes et à des appréciations différentes, de s'entrechoquer et de rendre vivantes les problématiques qui sont liées à toute cette histoire. Bon, celle de la violence policière, bien sûr, mais celle aussi de la place des médias, de leur utilisation, celle de la souffrance sociale. Il y a un passage dans la pièce où l'expression la plus répétée, la plus longuement répétée, c'est les causes d'un accroissement des inégalités sans précédent, etc., etc. Donc, il y a à l'évidence une réflexion et des prises de position, mais comme par rapport à un théâtre d'agitation ou à un théâtre engagé. Voilà. Oui, ce qui est sûr, c'est que est-ce que je fais littérature? En fait, je crois que c'est cette question. En fait, derrière, c'est la question est-ce que je fais de la littérature? À la fois, j'ai envie de dire oui, je fais de la littérature, c'est super. Mais en même temps, on voit bien qu'on est dans un théâtre. Effectivement, si on approche du théâtre d'agitation, on est dans un théâtre qui est très ancré dans une époque. C'est-à-dire que quel plaisir, quelle réussite pour moi que ma pièce de théâtre cesse d'être nécessaire, qu'elle rentre dans une sorte de continuum historique, mais qu'elle soit plus jouée. Combien de pièces ne sont plus jouées aujourd'hui? Des pièces du 19e siècle, je crois qu'il y en a une de Victorien Sardou que je n'ai jamais lue, mais qui parle de l'avortement. Mais à partir du moment où l'avortement existe, elle est moins nécessaire. Voilà, on peut dire que moi j'espère que ma pièce n'aurait une utilité que conjoncturelle face à une société qui à un moment donné serait dit. Et de ce point de vue-là, je dirais, à ce moment-là, je ne fais pas littérature. Et puis, en même temps, je sais bien que derrière, oui, il y a des enjeux sociétaux qui vont bien au-delà d'un contexte très précis et très conjoncturel. À titre anecdotique,
La question, c'est est-ce que je me suis censuré ou auto-censuré en écrivant? Ça pose la question du public. Hein. C'est une question, effectivement. Donc, Abdulrahman Kalouf, qui a mis en scène le spectacle, et lui-même auteur. Moi, j'ai d'abord connu comme auteur. Hein, disait qu'il aimait beaucoup la poésie parce que le théâtre, on est obligé de prendre en compte le public. Et moi, c'est effectivement, je me pose vraiment cette question-là de qu'est-ce que le public a besoin d'entendre. Donc, si je parle de pièces antérieures que j'ai pu faire, donc j'ai travaillé sur la question j'ai réécrit le conte de Blanche-Neige pour parler de la question de l'égalité filles-garçons à une époque où effectivement des réseaux sociaux. Où le miroir joue la question des réseaux sociaux, en fait. Voilà, quelle image on transmet? Est-ce qu'on est réellement dans une société qui atteint une forme d'égalité entre filles et garçons et entre hommes et femmes? Et on sait ce qu'il en est. Donc j'essaye de toucher effectivement au réel des besoins. Donc la prochaine pièce que j'ai écrite, voilà, elle est sur la question de la colonisation. Et la question, effectivement, du racisme anti-blanc, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que c'est un mythe? Et ces difficultés-là. Donc, toucher au plus près d'une réalité contemporaine, conjoncturelle, même, j'ai envie de dire, plus que contemporaine. Et donc, la volonté, c'est effectivement d'avoir un théâtre, certes engagé, mais qui soit pas strictement militant. Il y a des gens qui font ça très bien. Moi, j'aime beaucoup le théâtre militant. Mais si on parle de catharsis, le fait qu'effectivement on puisse purger les âmes par le théâtre, eh ben, c'est quelque chose qui aujourd'hui me dérange un peu. C'est-à-dire que si le bourgeois, parce que statistiquement, on sait qu'encore ceux qui vont au théâtre sont majoritairement des bourgeois, qui se disent « Ah, ça fait du bien d'avoir des gens qui en envoient plein la figure du gouvernement, du système, etc. » et que ces gens sortent contents en se disant que parce qu'ils ont vu ce spectacle-là, eux-mêmes se sentent un peu militants, eh ben, c'est une satisfaction que je n'ai pas envie de leur donner. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, moi, j'ai envie de dire, mais justement, que les gens se disent « Mais il ne va pas assez loin. » Il ne va pas assez loin parce que finalement, moi, je ne vais pas assez loin. C'est ce que dit un peu Antoine. Il s'est radicalisé. Antoine, il a perdu sa main quand même dans cette histoire-là. Et elle ne repoussera pas. Et quand on relit, donc ce n'est pas que moi dans la pièce, ce n'est pas que ses propos. Il y a un petit récit de Sophie Divet qui est sorti il y a assez peu de temps, qui s'appelle « 5 mains coupées », où elle imbrique, en fait, de la même manière que moi, elle ne veut pas parler à la place de victimes, et donc elle ne fait que prendre les récits de ces 5 personnes qui ont perdu des mains et qui racontent effectivement les mêmes étapes, le même moment, où ils étaient, comment ils étaient, l'histoire de la manifestation, le moment où ça se produit, comment ça a été géré après, et voilà, et donc on suit ces fils de récits. Et ce qui revient à chaque fois, c'est bien qu'effectivement, on a un système on n'est plus dans la question de la justice. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire peur. N'allez pas dans les manifs, parce que ceux qui ont perdu leurs mains sont des gens qui ne se trouvaient pas au bon endroit, au bon moment. Alors que, effectivement, la thèse défendue de manière majoritaire, c'est que, ah, mais c'est qui ces gens? Majoritaire dans les médias, et dans les médias en 2018, hein, j'entends, 2019. Qui était que, effectivement, ces gens-là ont ramassé des grenades pour les relancer sur la police. Or, dans les faits, pour rappeler les choses telles qu'elles étaient, moi, très sincèrement, je ne savais pas, comme Antoine Goudinet, je ne prêchais pas naïveté, on peut dire tout ce qu'on veut, mais enfin, j'étais loin d'être le seul, je suis plutôt quand même informé, voilà. Je ne savais pas qu'on pouvait envoyer des grenades potentiellement mortelles. Je savais bien qu'il y avait eu effectivement un précédent d'un militant qui avait la tête qui avait explosé parce que la grenade était tombée dans sa capuche. Et je pensais vraiment, effectivement, que c'était vraiment quelque chose d'accidentel et de tout à fait involontaire, alors que les faits démontrent, dès qu'on creuse, que c'est un problème beaucoup plus systémique et que le mot fait peur, mais que c'est juste les faits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un acte de violence, d'où qu'il vienne, est couvert, est protégé et défendu, c'est bien le système qui est en cause. Donc, ce n'est pas tant le fait que ce soit arrivé, c'est le fait que ce soit arrivé plein de fois et que, surtout, les affaires ont été couvertes de manière systémique et que ce sont toujours, finalement, au bout d'enquêtes et d'images de médias, et là, on est vraiment sur une question d'actualité,
que parce qu'il n'est plus possible de faire autrement, on dit « Ah oui, il y a peut-être eu une forme de violence policière ». Et là, on se dit que le théâtre, oui, devient militant, mais j'ai envie de dire presque de manière incidente, parce que moi, j'aurais voulu faire une pièce qui présente une sorte de kaléidoscope, ce que je disais tout à l'heure, de toutes les situations, en disant « Débrouillez-vous, pensez-en ce que vous voulez, moi, je n'ai pas d'opinion ». Mais en fait, les faits s'imposent. À un moment donné, c'est très, très dur de contourner ces faits-là qui, de fait, ont été contournés par les médias. Et ça, c'est une autre question que je pose. C'est-à-dire qu'effectivement, heureusement que la fiction peut dire ce que les médias ne disent plus, ou les médias dominants. J'espère que je ne tords pas trop à demander la parole. Oui. Oui, je voulais intervenir en fait sur ce qu'a dit le jeune Antoine tout à l'heure. Il a dit c'est à cause d'eux que je me suis radicalisée. Voilà, ça n'enlève rien, enfin, à tout ce qu'il a vécu, hein. Mais quand il a dit ça, c'est à cause d'eux que je me suis radicalisée. Si on transfère ça, je me suis dit, mais si tous ceux qui subissent des violences, quelles qu'elles soient, et qui se disent, je me radicalise, elle est où la question du choix? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix? Il y a d'autres choix. On n'est pas obligé de se radicaliser. Là, dans le cas d'Antoine, mais j'ai élargi dans tous les cas. Ou alors, je parlais tout à l'heure des attentats, de tous ceux qui se radicalisent. Et finalement, est-ce que ce n'est pas le même chemin, ça? Le chemin d'Antoine, le chemin des autres jeunes. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ne se dit pas, ou on se dit, non, je ne bascule pas vers ça, et il y a d'autres voies, et il y en a d'autres voies. Je pense qu'un des éléments de réponse, en fait, je l'ai trouvé au début de la rencontre, sur la première intervention, qui était de dire que, notamment, effectivement, les corps intermédiaires avaient été terriblement fragilisés et que je vois beaucoup dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Enfin, pour moi, les gilets jaunes ont été créés, inventés par notre président de la République. En niant les corps intermédiaires, et moi, c'est pas effectivement, pour moi, ils existent, ce sont effectivement les syndicats. On dit qu'ils sont minoritaires, mais ils existent, ils font un travail. Ce sont les maires des petites communes. Autrement dit, les élus de proximité, ceux qu'on connaît, auprès de qui on va s'adresser. Ce sont toutes les associations que la Ligue de l'enseignement peut incarner, mais toutes ces associations de terrain. Quand elles se sentent méprisées, effectivement, qu'on leur dit « mais vous ne servez à rien ». Et que du coup, on a une explosion sociale et que parce que là, pour le coup, le gouvernement a peur, il lâche, suite à des violences, ce qu'il n'a pas donné avant, ou même s'il ne lâche pas autant que ce que voudraient les gens en question qui en sont arrivés à la violence, malgré tout, même s'ils ne donnent que le quart du quart, ils en donnent toujours plus que ce qu'ils avaient lâché avant. Et donc là, effectivement, on est sur une vraie difficulté, un enjeu de démocratie qui fait qu'on ne peut pas se contenter de ce revers de main. Enfin, moi, je suis enseignant, je m'adresse à des jeunes, du fait les jeunes sont responsables. Je veux dire, c'est toujours pareil, hein, la violence, elle vient d'où? Alors là, pour le coup, c'est aussi des choses que j'essaie de faire passer dans la pièce, mais de quelle violence parle-t-on? On parle de la violence du manifestant qui jette un pavé? Est-ce qu'on parle de la violence sociale qui précède? Ou est-ce qu'on parle aussi de la violence sociale qui va suivre? La violence qui a lieu dans la manifestation, elle ne peut pas complètement se défaire des autres. Alors, des autres formes de violence qui préexistent et qui suivent derrière et qui me concernent, c'est-à-dire qui me concernent un petit peu comme l'image de l'abbé Pierre qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Moi, je m'entends dans le bon bourgeois qui rentre chez lui hein, après cette rencontre. Ben voilà, je serai chez moi et je pourrai aller embrasser mes enfants et je vais dormir au chaud et je vis dans un confort qui est un confort lambda, mais je veux dire, je sais aussi là ce qui se dessine. Vous avez dû voir ce petit dessin qui faisait qu'il y avait la petite crise du Covid, hein, puis il y a la crise économique qui est quand même plus forte, qui est en train de nous arriver dessus, et puis la crise écologique qui va tout submerger.
Et c'est vrai qu'on est dans une période qui est très angoissante, et qui est très angoissante pour les jeunes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vous enlève un horizon, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'un horizon, un espoir, une amélioration possible, il ne faut pas s'étonner que effectivement, certaines personnes tombent dans la violence. Donc je pense que la première chose, c'est qu'effectivement, les gens se sentent une possibilité de s'en sortir, parce que sinon, ben, ce sera la violence qui primera. Et là, la littérature pourra faire tout ce qu'elle veut, mais on pourra toujours dire que je suis un doux rêveur et je comprends ceux qui sont des moins doux et des plus cauchemardeurs que rêveurs, parce que le cauchemar, c'est leur quotidien. Tu as indiqué les dates de envisageable, envisagé, possible, etc. etc. Je l'ai vu paraître sur l'écran, là, et c'est Jean-Paul qui demandait quand le spectacle était produit. Mais ça me donne l'occasion, si je puis dire, de te demander, Hugo, si tu peux répondre à la question posée par le débat de ce soir, en quoi le théâtre est-il un excellent vecteur pour dire le réel? En quoi le théâtre est peut-être le meilleur vecteur au-delà, je ne sais pas moi, par exemple, d'un documentaire, au-delà d'une œuvre littéraire? Je crois que j'ai perdu la fin de ta phrase. Oui, je demandais donc en quoi le théâtre, par rapport à toute autre forme artistique ou tout média, te paraît le vecteur le plus intéressant, le plus efficace pour dire le réel et donc pour confronter le spectateur à la réalité? Ton micro. Oui. C'est un savant tandem entre Florent et moi que nous travaillons toute la semaine, mais non, je disais que je ne suis pas sûr que le théâtre soit le moyen le plus efficace. Je pense qu'il y a plein d'autres moyens plus efficaces de retransmettre le réel. Maintenant, le théâtre permet des choses assez extraordinaires, comme notamment l'interaction directe entre un public, un spectateur, et un acteur et un metteur en scène qui viennent présenter leur travail. Et je crois que ce que disait Florent par rapport à la fiction tout à l'heure est très important. C'est parce que c'est faux, c'est parce que c'est une fiction qu'elle permet le recul nécessaire pour approcher la situation. Et c'est parce que des comédiens font l'expérience de ce que des êtres humains vivent tous les jours et le présentent devant d'autres êtres humains qui peut-être ne le vivent pas, que l'expérience se fait et que la communication se fait. Et même que la passation se fait, je pense. Oui, je pense qu'on ne peut pas complètement oublier le fait que moi, je suis enseignant aussi et que c'est sur cette question de la transmission par le théâtre, c'est une manière d'éviter la parole descendante. Donc, je pense effectivement, dans la société, il y a d'autres vecteurs pour porter une parole, une réalité. En revanche, quand on s'adresse à des jeunes, il y a ce fait que moi, en tant qu'enseignant, j'incarne la norme. C'est-à-dire que c'est mécanique, c'est structurel. Je suis l'enseignant, je porte la parole descendante, ne serait-ce que parce que j'évalue les jeunes. Et à partir de là, c'est là où le théâtre, il a une mission spécifique, c'est qu'effectivement, il complète la mission de l'école, il va essayer de remplir une mission que l'école n'arrive pas à tenir à cause de cette parole descendante.
Parce que l'école, normalement, elle est là pour aussi prendre de la distance avec l'événement. Elle doit favoriser cette prise de distance. Mais donc, il ne faut pas qu'elle soit déconnectée du réel non plus. Et c'est une problématique qu'on a, qui est vraiment tout à fait d'actualité aussi. Hein. On pense à Samuel Paty, comment on aborde ces questions-là. Voilà, est-ce qu'on peut choquer, pas choquer en tant qu'enseignant enfin, tout bête, hein, c'est toujours d'où je parle, toujours rappeler d'où je parle. C'est évident que des élèves qui se traitent de tous les noms d'oiseaux, si c'est le prof qui utilise le quart des mots qu'ils utilisent eux, les élèves vont être très choqués. Donc, c'est bien qu'il y ait effectivement la question de l'émetteur, elle compte beaucoup. On est bien sur cette problématique-là, alors qu'effectivement, des propos peuvent être beaucoup plus choquants parce qu'ils sont médiatisés par le théâtre. Et que du coup, ils permettent effectivement de dire ce que le prof ne peut pas tout à fait dire. Voilà. Et il ne s'agit pas de prendre une position, hein, au sens, pour le coup, je dis, moi, je n'ai pas de problème avec le théâtre militant, y compris en milieu scolaire, hein, parce que je veux dire, mais voilà, mais après ça, vous avez une parole et un point de vue qui vous est donné, à vous de construire le vôtre. Voilà. Alors que si c'est moi qui donne directement le point de vue, malgré tout, les élèves vont se dire, oui, moi je ne suis pas d'accord avec lui, mais si j'ai envie d'avoir une bonne note, il va falloir que je dise ce qu'il dit. Donc on n'est pas du tout au même endroit. Donc le théâtre, il permet bien effectivement cette multiplication des regards dont on avait besoin. Et donc ça pose la question de la distance critique. C'est effectivement aussi derrière, implicitement, la question de l'autorité, hein, qui est posée aussi. Donc le théâtre, il nous permet tout ça. Il y a un enjeu aujourd'hui, on sait très bien, c'est-à-dire que comment décrédibiliser celui qui parle, c'est un des grands enjeux auxquels s'emploient très régulièrement les médias, et ça a été très très caricatural sur moi je l'ai étudié, je pense un peu avec une démarche un peu de chercheur, hein, voilà, donc j'ai jamais, à partir du moment où je ne suis pas allé au bout de ma thèse, voilà, donc je ne suis pas docteur, je ne suis pas chercheur, mais quand même j'ai fait pas mal de sociologie dans mon cursus universitaire. Et c'est vrai que la question de l'autorité, je vois bien, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on enseigne aux élèves, l'argument d'autorité, hein. C'est sûr que je dis aux élèves, ben voilà, toi tu penses ça, et quand tu t'appuies sur Voltaire, tu dis, ah, mais moi il y a Voltaire qui pense la même chose, regardez, donc ça veut dire que ce que je dis, ça ne doit pas être si idiot que ça. Mais cet argument d'autorité, on peut le retourner aussi, hein, c'est que quand on veut décrédibiliser quelqu'un, c'est l'insulte ad nominem, c'est tu ne peux pas avoir raison puisque tu es gilet jaune, d'accord? Mais voilà, et là, ça nous permet effectivement d'avoir des raccourcis sur de la parole d'État où on se dit que, ben oui, il y a des renversements et du mensonge d'État quand on a un président de la République qui a pu dire effectivement que dans une démocratie, il ne peut pas y avoir de violence policière, parce que sinon on n'est plus en démocratie. Donc ce n'était pas exactement formulé comme ça, mais c'était vraiment cette idée-là, hein, c'est-à-dire que c'était inversé, nous sommes en démocratie, donc il n'y a pas de violence policière. Et on voit comment il ne se le permettrait plus aujourd'hui, hein, Emmanuel Macron, mais comment il y a 2 ans, il a tenté de retourner le propos et qui pose une vraie question, hein, y compris de conversations que j'ai avec Antoine, où on ne partage pas les mêmes points de vue, mais où on se respecte vraiment et en toute confiance. Sommes-nous en démocratie? C'est une vraie question. C'est-à-dire que la démocratie grecque, on sait bien que c'était une démocratie seulement pour les hommes et qui était athénien, hein, enfin la démocratie athénienne, et que malheur aux métèques et aux femmes, voilà. Et là, on se dit, bah, nous on n'est pas là puisque les femmes ont le droit de vote et puisqu'on est dans une démocratie qui marche pour tout le monde, mais la question, elle est là vraiment. Est-ce que la démocratie, elle est vraiment pour tout le monde aujourd'hui en France? J'ai pas envie, alors que je porte justement une parole de l'État, quand je parle à mes élèves et que je leur dis, mais si vous vous engagez, si vous choisissez d'autres voies de la violence, prenez votre place dans la société et vous allez faire changer ce qui vous déplaît. J'ai pas envie d'être dans le mensonge. Voilà. Et de fait, la question se pose. C'est ce que disait Barcaron Heidi tout à l'heure, hein, mais voilà, il y a d'autres voies que la violence quand même pour réagir. Oui, mais encore faut-il effectivement que les corps intermédiaires à tous les niveaux soient écoutés. Et qu'on n'ait pas cette impression, hein, lancinante que effectivement les décideurs n'attendent qu'un vote pendant un tout petit moment
voire, là j'arrive sur les théories du complot, hein, mais qui est un des sujets qui est abordé dans la pièce, voire finalement qu'on s'en fiche de qui décide, puisque les vrais décideurs sont ailleurs, et sont des décideurs économiques, et qu'on va chercher quelqu'un qui fera très bien la tête d'affiche, mais qu'on changera de tête d'affiche pour que le peuple reste exclu des débats. Et là, quand on commence à être dans cette défiance-là, c'est très problématique. C'est vraiment une des grosses difficultés que nous avons pour croire en notre démocratie, c'est qu'on est dans une défiance et que vraiment on se dit qu'elle a été, elle a été un peu fabriquée. Donc il y a effectivement Dominique qui voudrait intervenir. Oui. Non, je souhaitais juste donner une contribution par rapport à l'échange qui est en train de se développer. Alors, je ne suis pas un spécialiste de théâtre, mais disons que j'interviens un petit peu dans la vie politique. Et moi, la question centrale de la démocratie, alors évidemment, il y a la représentation qu'on en a sur ses origines, puisqu'elle est devenue au travers de l'histoire. Et je crois qu'un des grands drames d'aujourd'hui, justement, c'est que les citoyens en général, les Gilets jaunes comme beaucoup d'autres, qui ont aussi partagé la rue avant que le mouvement des Gilets jaunes se développe, et puis ensuite, après que le mouvement des Gilets jaunes se soit développé, effectivement, ont un gros problème pour faire entendre leur point de vue, leurs aspirations et leurs attentes. C'est quand même ça le grand drame d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'abord de ne pas être représenté dans les institutions, et en particulier les institutions politiques. Quand on regarde comment est organisée la représentation politique, on a envie de rigoler, quoi. C'est-à-dire qu'elle est effectivement organisée de telle manière que des pans entiers de la société ne sont pas représentés dans les instances de décision. Je veux dire, la majorité de la société est composée d'ouvriers et d'employés. Comptez le nombre d'ouvriers et d'employés qu'il y a à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et quand vous aurez trouvé le nombre sur une main, eh bien, on aura fait un grand pas, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, alors ça, c'est simplement sur la représentation sociale. Puis après, on pourrait regarder sur la représentation politique. La disparition de la proportionnelle discrédite aujourd'hui toutes les institutions qui nous représentent, depuis le conseil municipal jusqu'au plus haut niveau de l'État. Donc, on sent bien qu'il y a une rupture, un grand fossé entre les citoyens et la représentation politique. Alors, je comprends qu'un certain nombre de personnes, et de jeunes en particulier, aient le sentiment d'avoir un mur en face de lui. Et donc, peut-être avoir envie, à un moment donné, de passer à des actes de violence. La première violence, d'ailleurs, ce n'est pas eux qui la développent, c'est aujourd'hui le gouvernement, c'est tous les acteurs sociaux, économiques et autres qui créent, je dirais, une situation où, en tant qu'être humain, on a le sentiment d'être dépossédé de tout moyen d'action sur sa vie et sur son devenir. Donc je comprends effectivement qu'à un moment donné, ça explose. D'ailleurs, on ne sait pas d'ailleurs ce qui va sortir du tout du confinement, du double confinement et peut-être du troisième confinement qui va venir. J'ai bien peur que les réactions humaines et sociales puissent être à la hauteur, je dirais, du musellement et des masques qu'on leur a mis sur la figure. Bon, je vais m'arrêter là, mais voyez, je crois qu'on est vraiment dans une situation tout à fait particulière et qui interpelle énormément. Mais personnellement, compte tenu, je dirais, de ce qu'on a pu voir, où mener, je dirais, les actes de violence, on s'aperçoit que c'est une façon de museler la parole du peuple et la parole du monde du travail. Et malheureusement, chaque fois qu'il y a un débordement violent, organisé ou pas d'ailleurs par la police elle-même, on a connu des périodes en 1981 et puis bien après où on avait des provocateurs à l'intérieur des manifestations qui étaient là pour les faire dégénérer. Il ne faut jamais oublier ça. Et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais encore que, il faudrait y regarder de plus près. En tout cas, il y a des images qui attestent effectivement des policiers de la BAC qui effectivement jettent des cailloux et qu'on voit derrière arriver, et qui, au moment où des manifestants s'en prennent à eux,
parce qu'ils cassent effectivement, du coup, vont se réfugier derrière la police. Donc, il y a dans toutes les images qui sortent, voilà, justement, celles qu'on voudrait ne plus voir, enfin, quand on dit un gouvernement ne pourrait plus voir, celles-là, il y en a quelques-unes comme ça qui sortent, qui sont effectivement extrêmement problématiques. Moi, je dirais aussi que je suis aussi embêté sur la manière dont les médias, effectivement, jouent un rôle qui peut être inquiétant et pernicieux pour la décrédibilisation de la parole. Barbara Stiegler, qui avait sorti son livre en plein mouvement des Gilets jaunes, qui parlait d'un mouvement des années 30 et qui était extrêmement éclairant sur les Gilets jaunes, quand elle a sorti ce petit livre du Capot Grève là, très récemment, elle redonne une anecdote d'une émission qu'elle devait avoir avec France Culture. Elle était invitée des médias, etc., en tant qu'universitaire. Et à partir du moment où elle s'est déclarée de manière officielle comme étant gilet jaune, ben en fait, les médias dominants, on va dire, ont cessé de l'inviter, ont décommandé des rendez-vous qui étaient pris, qui étaient fermes sur des faux prétextes. Et là, ça pose aussi effectivement cette vraie question en termes de représentativité, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne veut pas avoir un militant qui a une parole d'universitaire en même temps, parce que du coup, ça brouille les repères pour des dominants où on voit bien qu'effectivement, oui, il y a un effet mécanique dans les médias, une surreprésentation masculine, une surreprésentation de classe bourgeoise, hein, et que de fait, oui, la société a du mal à être représentée. Et quand il y a des gens qui sont des porteurs de la parole, justement des oubliés, eh ben, le risque, c'est de se retrouver marginalisé. Et c'est là où, effectivement, donc, je ne suis pas très inquiet sur la liberté de la littérature. Je crois qu'effectivement, on ne fait pas très peur. On ne fait pas très peur à un gouvernement ou à un État. Dans une démocratie, c'est bien, une démocratie libérale, d'avoir des artistes qui vont être les troublions de service. Et c'est justement ce que je ne voulais pas par rapport à ce que je disais de la fameuse catharsis. Hein, ah non, mais c'est bien, regardez, on est dans une démocratie, puisque on cautionne tel ou tel artiste gauchiste, hein, on va dire ça comme ça, et que du coup, ça donne bonne conscience à des gens qui, par contre, fragilisent réellement tous les mécanismes qui peuvent effectivement permettre une meilleure représentativité. Et alors qu'effectivement, on se dessine une crise économique dont on n'a pas parlé, mais qui est là, qui nous attend. Enfin, je veux dire, on a une explosion de la pauvreté qui va arriver et on ne remontera pas facilement la pente. Hein, donc voilà. Et là, j'ai envie de dire, voilà, moi, si je pouvais faire passer par le théâtre une parole, je veux dire un message, c'est quand même que effectivement. La violence policière, quand on met un petit mouchoir dessus, ça me fait beaucoup penser à l'Église catholique qui a mis un mouchoir sur la pédophilie. C'est du même ordre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je comprends bien que le système a besoin de se protéger lui-même. Je ne suis pas naïf, je connais un peu mes cours d'histoire, je sais très bien qu'effectivement, Hitler a été élu démocratiquement et que c'est extrêmement difficile dans une démocratie de donner la parole à des gens qui, s'ils arrivent au pouvoir, détruiront la démocratie. On en parlait un petit peu avec l'extrême droite. C'est une vraie difficulté. D'ailleurs, notre système y arrive plutôt bien, parce que si on regarde effectivement les votes, l'extrême droite en France, quels que soient les chiffres qu'on prenne, 15, 20, 25% selon les moments, de toute façon, c'est largement plus que leur représentation à l'Assemblée nationale. Donc, notre système, il est déjà inventé et conçu pour réduire les paroles, on va dire, marginales qui fragilisent le système. Mais effectivement, c'est-à-dire que donc, une république défend la république, la démocratie doit défendre la démocratie. Et à un moment donné, effectivement, si dans le jeu d'équilibre, la République a perdu la démocratie, on en connaît des tas hein, de républiques qui ne sont pas des démocraties, eh ben, je pense qu'effectivement, on a vraiment du souci à se faire. Et là, je le dis, c'est-à-dire que je n'ai pas envie en tant qu'auteur, même si je crois beaucoup à ce que je fais, d'être l'idiot utile d'un système, en fait, qui est dès maintenant, regardez, on est dans une démocratie, puisque je peux aller faire du théâtre et que globalement, ils savent que bon, c'est les petits bourgeois qui vont y aller, les bons bourgeois, et encore que pas très sûr, et même si c'est des gauchistes, ils
ils feront pas de mal. C'est bien gentil hein, dans leur théâtre. Par contre, effectivement, il ne faut pas demander des subventions, mais ça, c'est encore autre chose. Barcaroun a demandé la parole. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec Laurent et qu'on n'a pas discuté ensemble. Il a dit tout à l'heure que les Gilets jaunes étaient la création de Macron. Moi, je ne suis pas sûre. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup dans notre système et dans ces corps intermédiaires dont je fais partie, hein, et comment dire, moi, je dénonce souvent dans ces corps intermédiaires l'entre-soi. C'est pas étonnant que les Gilets jaunes soient arrivés, c'est pas à cause de Macron. Moi, je pense que si les corps intermédiaires étaient plus divers, on a gagné un peu la bataille des femmes, plus présente, gagné, peut-être vite dit, mais en tout cas, on peut aussi facilement reculer là-dessus. On n'a pas gagné d'autres batailles sur la diversité en particulier. Les Gilets jaunes, je pense que ça a été un moment on a raté quelque chose avec les Gilets, enfin, ils sont apparus, voilà, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je crois qu'on aurait dû en faire quelque chose quand il y a eu le grand débat. Je trouve que la parole n'a pas été recueillie. Je trouve voilà, il y a eu des débats qu'on a écoutés et il y a eu des millions sur la table. Et c'est tout. Et moi, je crois que les gens, il n'y a pas que, il y a pas que, alors oui, il faut des sous, si je ne dis pas, hein, mais il n'y a pas que ça. Je crois que recueillir la parole, écouter, donner la possibilité d'avoir l'impression, déjà l'impression de pouvoir agir sur sa vie, sur là où on est, c'est vachement important. Et je crois que le grand débat, c'était une occasion ratée de faire ça. Moi, je crois que le grand débat, c'était un grand moment démocratique où on a vu des gens qu'on ne voyait jamais ailleurs prendre la parole. Malheureusement, moi, je croyais que c'était vrai partout, assez récemment, parce que nous, on essaie de travailler, là, dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre, sur l'université citoyenne. Enfin, je pourrais vous en dire un mot, mais je pensais que tout le monde avait participé au grand débat dans tous les conseils de quartier, dans les quartiers qu'on voudrait toucher, là où on ne vote pas. Eh ben non, là, il y a eu plein d'endroits où ça n'a pas fonctionné. En fait, la vraie question, c'est comment les gens qui ne se donnent plus l'autorisation d'aller voter, qui ne voient pas à quoi ça sert, ou qui voient mais qui s'en foutent, clairement, parce que parfois, il y a même mes collègues, hein, profs, hein, qui disent qu'ils ne vont pas aller voter. Moi, ça m'inquiète. Hein. C'est ça, c'est comment comment on dit aux gens, eh ben, votre voix compte, et c'est ça qui va aider à changer les choses, quoi. Et à Ça, côté de ça, on n'a pas... ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas Antoine là pour le coup avec nous parce qu'effectivement, donc il est quand même élu maintenant à la mairie de Bordeaux, donc c'est pas rien hein, dans son parcours effectivement d'extrême gauche. Il le dit. Moi, j'étais déjà de gauche, mais maintenant je suis d'extrême gauche, radicalisé. Mais en fait, il le dit aussi que sa voix, elle porte peu, mais on vient lui parler, on vient lui poser des questions puisque maintenant il est donc conseiller municipal à la mairie de Bordeaux. Et qu'il faut quand même remonter un certain nombre de dizaines d'années et peut-être plus de 100 ans pour retrouver une parole donnée aux ouvriers à la mairie de Bordeaux, hein, je veux dire, effectivement. Donc, il faudrait rechercher quand a été le dernier conseiller municipal qui portait une parole d'extrême gauche, mais effectivement, je pense qu'on ne doit pas être loin du siècle complet. Donc, effectivement, il est assez ambivalent là-dessus parce qu'il voit bien que ça sert. Ça sert, même si, par contre, il a l'impression d'un sentiment d'impuissance quand il est au conseil municipal. De fait, il est dans l'opposition et que ça pèse peu. Mais le peu, c'est pas rien. Voilà, je pense que vraiment, ce peu-là sur une politique culturelle, notamment, ça compte hein, dans une ville. Une goutte dans l'océan, c'est une goutte dans l'océan. Mais c'est vrai, hein, quand on est militant, on se dit, hein, une goutte dans l'océan, c'est une goutte dans l'océan.
Je t'ai raconté que je me suis présentée ici sur ma petite commune ou dans mon petit village où on vote à 40% à l'extrême droite. Je t'ai pas raconté ça? Non, mais bon, après ça, je suis, voilà, hein, 40% d'extrême droite en France. Et hélas, ça n'est plus si rare que ça. Hein, Eh ben, c'était juste un acte militant. Je voulais juste donner à voir autre chose, voilà, dans mon petit village où c'est tout petit, hein, mais voilà, ce sont des actes militants comme ça. Alors qu'Antoine, moi, euh, est-ce que c'est ça? Je suis pas sûre que ça soit là. Enfin, ouais, je me pose des questions. On le fait, hein, parce que ouais, je suis pas sûre que ça soit ça qui soit le plus utile en fait. Mais je sais pas qu'est-ce qui est utile. Je le fais parce que je vois pas autre chose. Mais je suis pas. En tous les cas, c'est vrai que là, moi, c'est aussi un des éléments intéressants. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de tous les étages, on a besoin des chercheurs qui cherchent à comprendre le système, comment ça fonctionne, comment il évolue, qui ont de la distance. On a effectivement besoin du militant qui fait bouger les lignes et du coup qui a une parole plus dérangeante parce que plus radicale, plus clivante. Mais heureusement qu'on a des gens qui ont une parole clivante aussi, quoi encore, hein, dans une démocratie qui fonctionne. Donc on a besoin de cette parole de terrain. Et puis on a besoin, oui, voilà, justement du témoin aussi, du témoin de terrain. C'est quelque chose que j'ai pu dire, parce que là on est la veille du 9 décembre, qui est la journée nationale de la laïcité, donc un peu dans tous les lycées de France et de Navarre. Évidemment, après la mort de Samuel Paty, on nous a fortement incité à se saisir de cette opportunité pour essayer d'aborder ces questions-là avec les jeunes. Hein, et on voit bien face au phénomène de radicalisation qui monte et qu'on sent venir de manière de plus en plus marquée en l'espace d'une décennie. Hein, c'est ce que j'ai dit pour la mort de Samuel Paty. Bien sûr, j'étais atterré, mais je ne peux pas dire que j'étais franchement surpris. Je n'ai pas été. Voilà, il y a Antoine qui essaye de se connecter avec nous, donc je vais prendre le téléphone. Oui, Antoine, tu es avec nous, tu cherches à te… Bon, eh bien, super. Donc, il a fini, donc Antoine nous rejoint. Donc, on va attendre, hein, même si on s'est dit qu'on allait faire. On t'attend. Ok, ça marche. Ben, j'arrive, je me dépêche le plus possible. Voilà. Donc, effectivement, comme ça, on pourra finir sur sa parole de militant, justement. Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire que comment faire pour que le témoin, qui a une vraie importance, donc je vais parler voilà, du gilet jaune sur un rond-point, n'efface pas la parole d'un chercheur qui, effectivement, travaille depuis des années et des années sur un sujet et qui a une vision d'ensemble dont on a besoin aussi. Et ça, c'est une vraie difficulté dans une démocratie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chercheur, il a une autre vision. Hein, mais c'est ce que je donnais, moi, comme image ce matin à mes élèves. Mais c'est sûr que le poilu dans la tranchée, il n'a pas tellement envie que l'historien lui explique comment s'est passée la guerre de 14-18. Ça a un côté un petit peu violent, quoi, de dire attends, mais lui, il n'y était pas, il ne sait pas ce que c'était la guerre de 14-18. Mais celui qui est dans la tranchée, il a la vision de la tranchée. Et il n'a pas cette vision globale et ces mécanismes. Et donc, il faut réussir à faire jouer les deux. Et le théâtre, j'espère, peut réussir, même s'il faut que là aussi, il réussisse, là, c'est ce qu'on appellera du théâtre réussi, à ne pas être un théâtre qui serait pédagogique. Parce que là aussi, c'est un autre enjeu. C'est-à-dire qu'il doit ouvrir des portes, le théâtre. Mais il n'est pas là pour donner des réponses. Sinon, on revient sur le truc descendant que j'ai cherché, moi, à éviter, justement, en passant par le théâtre pour m'adresser notamment à des jeunes. Même si cette pièce-là, c'est pas spécifique. Pardon ? Tu mets le doigt sur la difficulté de se parler quand on n'est pas du même côté de la barrière. Ce qu'on pourrait, par exemple, entendre, que ça pourrait se comprendre, encore que, voilà. Bon, pourquoi ? Je pensais, tout à l'heure, il y avait un monsieur de la Ligue de l'enseignement, je ne sais plus qui c'est. Oui, c'est Stéphane Brunel, mais effectivement, il n'est plus avec nous là pour l'instant, il est déconnecté. Mais moi, je trouve qu'il y a il même… est là. Il est là. Non, je suis là, j'écoute attentivement. Ouais. C'était, en fait, la Ligue de l'enseignement, elle est dans le pacte du pouvoir de vivre, par exemple. Voilà. Dans le pacte du pouvoir de vivre, on est quand même 70 organisations et syndicats à pouvoir discuter ensemble. Sur le papier, ça fonctionne. Dans la vraie vie, où on pourrait travailler ensemble,
faire des choses et voilà, c'est vraiment très compliqué. Et pourtant, on regarde dans la même direction. On peut même penser qu'on prend les mêmes outils, les mêmes moyens. Et même là, alors, je ne parle pas, tu vois, toi, tu pointes le doigt de ceux qui ne sont pas du même côté de la barrière, mais imaginons nous qui sommes du même côté de la barrière, nous tous là, notre difficulté à faire les choses ensemble. On a encore tendance trop à faire les choses en silo. On a trop tendance, parce que c'est plus facile hein, de faire tout seul et d'avancer vite. Je ne sais plus qui disait qu'à à plusieurs, on avance plus longtemps, peut-être moins vite, mais voilà. Mais c'est quelque chose, et je crois que c'est ça qu'on a perdu, peut-être, c'est de prendre le temps de faire les choses ensemble voilà, peut-être de voir plus le temps long. Voilà. Enfin, bon, c'est une Oui, réflexion. mais c'est aussi une question de. Là, je pense qu'au terme théâtral, hein, pour ne pas perdre complètement ce point de vue-là hein, par rapport à l'engagement, c'est aussi que faire des choses ensemble, ça suppose déjà de s'entendre sur la réalité du monde, et c'est une question de langage aussi. Hein, je crois qu'il y a vraiment la question du langage, les mots que l'on met sur les choses, c'est la question de la vérité. Donc la vérité du témoin qui passe par l'émotion. Par rapport à la vérité justement du chercheur, du spécialiste, et puis la vérité de l'artiste, et faire cohabiter ces vérités-là pour qu'on construise hein, et qu'on fasse société. Et voilà, donc c'est vrai que moi je suis assez sur cette notion d'un art utile en fait. Hein. Je pense vraiment que le plus intéressant au théâtre, c'est ce qui se passe juste après la pièce en fait. C'est ce qui se passe. Alors, il faudrait qu'il y ait des bars ouverts, par exemple, pour ça. Hein, mais c'est ce qui se passe au comptoir derrière quand on débriefe sur ce qu'on a vu et qu'on se dit, mais ce truc-là, ça ne fonctionne pas, ce truc-là. Et ça, c'est un moment, pour un auteur, en tous les cas, je peux vous dire que c'est le moment que je préfère. Hein, c'est que, voilà, c'est de ne pas être connu ou reconnu comme auteur et entendre les gens qui conversent et se dire, c'est gagné. Si on voit les gens disputer, là, c'est aussi des choses j'ai pu aborder moi avec les jeunes, mais disputer comme se disputer ou disputer au sens latin du terme hein, et d'argumenter, d'échanger tout en se respectant quoi. Hein, et c'est aussi voilà ça suppose la question de confiance et qui est extrêmement difficile aujourd'hui pour faire politique. Donc on va pas te faire le résumé hein, Antoine de ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure hein, mais on s'est dit quand même beaucoup de choses déjà. Mais forcément, et c'était prévisible, hein, en parlant de la pièce, on arrive forcément à la question de nos engagements. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien effectivement qu'on revienne sur ton parcours depuis les événements, depuis que tu as perdu ta main, depuis voilà, et puis ton engagement en tant qu'adjoint au maire ou dans le collectif, parce que je pense qu'à tout prendre, le collectif porte plus ta parole que ta position d'adjoint au maire, mais c'est à toi de le dire. Voilà. C'est ce que j'aurais dit, je pense. Ouais, alors, pour ce qui est de mon engagement, ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, ça va faire un très bel écho, c'est un peu bizarre. C'est logique, le décalage, c'est le satellite et tout, mais on ne l'a pas nous en ligne. Je pense que du coup, je vais parler comme ça parce que sinon, je vais pas y arriver. Non. Antoine, micro. Ton micro, Antoine. Alors, c'est bon, parce que j'avais coupé du coup. Ah. Voilà, c'est bon.
On n'entend rien. Vous m'entendez pas? Ça vient. Je suis désolé. Vous m'entendez là? Ça y est? Oui. Je reprends depuis le début. J'ai l'air un peu con là du coup. Non, en gros, ce que je disais, c'est que j'ai mis du temps à revenir en manifestation. J'avais très peur, effectivement. J'ai mis 3-4 semaines. Je pense que j'ai dû rater 3-4 actes. Entre-temps, il y a eu d'autres personnes qui ont été blessées. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté par une personne qui s'appelle Robin Page, qui a eu son pied dégommé par une grief 4 2 ans avant moi sur la ZAD de Bure et qui cherchait à rassembler toutes les nouvelles personnes, malheureusement, qui étaient comme lui et qui avaient été mutilées suite à l'utilisation de ces armes. On s'est rassemblés une première fois à Paris. Voilà, il m'a invité, j'y suis allé. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, notamment des gens qui avaient eu l'œil crevé. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean, qui a eu l'œil crevé en même temps que moi, à peu près, à Bordeaux, pas à une vingtaine de mètres. Donc voilà, j'ai rencontré plein de gens comme ça et on s'est donné comme objectif tout de suite de faire interdire ces armes. Ça a été notre premier objectif. Maintenant, notre tentative, aujourd'hui, ça fait 2 ans. Bon, 2 ans après, on n'a toujours pas fait interdire. On a fait interdire la grief 4, si on peut considérer le fait de l'avoir remplacée par une autre grenade tout aussi explosive et tout aussi dangereuse, faire interdire. Ouais, ça, à la limite, bon, voilà. Mais non, en soi, on n'a pas fait stopper l'usage de cette arme létale. Et bon, voilà. À côté de ça, bon, j'ai continué à aller en manifestation Gilets jaunes de plus en plus. J'étais de tous les samedis, même si effectivement, voilà, j'étais plutôt du genre à m'enfuir dès qu'il y avait la moindre tension qui montait avec la police, parce que voilà, j'ai trop peur, hein, même aujourd'hui encore, je ne vais pas au devant des policiers. Là où mes camarades effectivement ont un peu plus de courage que moi. Pour le coup, ce qui s'est passé aussi, donc après qu'on ait monté le collectif des mutilés, par exemple, c'est que je me suis mis aussi en parallèle à côtoyer en fait Philippe Poutou, que j'ai pu connaître en fait grâce à une connaissance partagée en fait, qui m'a présenté lors d'un de ses concerts pour Ford, pour le soutien de Ford. Et comme effectivement moi j'étais déjà aficionados en fait de sa politique, puisque j'avais déjà voté pour lui auparavant, je savais qu'effectivement j'avais envie de travailler avec lui, ce qui voilà, faisait que quand on se côtoyait dans les manifs, voilà, on discutait pas mal, on prenait le temps aussi d'aller dans des cafés pour discuter, voilà, et voir un peu si c'était compatible au niveau politique, ce qui se trouve que ça l'a été. Et donc, quand il m'a proposé pendant la manifestation pour les retraites, il m'a dit qu'il songeait à proposer une liste pour les municipales et qu'ils étaient en pourparlers avec un groupe de la France Insoumise, Bordeaux Debout à l'époque, pour faire une fusion, en fait, donc une liste commune. Moi, j'ai considéré que c'était plutôt pas mal parce que l'idée, c'était, au lieu de faire un accord d'appareillage, c'était de partir du local pour pouvoir faire la lutte au quotidien sur Bordeaux. Voilà. C'est pour ça que nous, moi, avec ceux qui étaient sans appareil, justement, qui n'étaient pas encartés, parce que malgré tout, j'ai beau être proche de Philippe ou de Evelyne de la FI, je ne suis ni chez l'un, enfin, ni chez la FI, ni chez le LPH, je suis quand même indépendant. Et donc, avec les autres indépendants, nous, on a fait en sorte, effectivement, qu'on reste sur des personnes locales, des militants locaux qui... et donc de ne pas transformer ça en un festival de figure nationale, ce qui a failli se faire, malheureusement, enfin, ça aurait été dommage. Donc voilà, on a réussi à obtenir ça, et c'est vrai qu'on s'est placé en opposition à la gauche qu'il y a aujourd'hui au pouvoir, qu'on considère être une gauche beaucoup trop consensuelle, hein, qui rassemble effectivement le PS, le PC, Europe Écologie Les Verts, voilà, donc moi qui pour moi ne va pas assez loin, effectivement, qui n'ose pas assez les choses. Là, tout à l'heure, en conseil municipal, j'ai proposé à M. Urmic de prendre un moratoire sur l'interdiction des LBD et des grenades sur sa commune. Bon, il m'a gentiment fait remarquer qu'effectivement, ce n'était pas de sa compétence, ce que je savais déjà, que j'avais déjà annoncé comme
comme étant vrai, hein, mais dont j'avais fait remarquer que d'autres maires l'avaient fait, ne serait-ce que pour la symbolique, puisque de toute façon, ça ne les engageait à rien en termes juridiques. Bon, il a refusé, voilà. Pour moi, je ne regrette pas effectivement de ne pas m'être allié avec Pierre Wernick. Je pense que je suis très content d'être à son opposition de gauche. Hein, voilà. Et puis, bon, on nous l'a beaucoup reproché, mais je pense que justement, une gauche telle que la nôtre est nécessaire malheureusement aujourd'hui, et que non, c'est pas aussi facile que tout le monde ensemble derrière une seule personne, parce que voilà, il y a des dissensions, politiques, notamment voilà, cette consensualité qu'il peut y avoir du côté de notre majorité à Bordeaux en tout cas. Donc voilà, et bon, ça a été compliqué, hein. Il a fallu faire beaucoup de choses. Une vie de mutilé d'un côté, une vie d'handicapé à la maison, une vie de conseiller municipal en même temps. Enfin voilà, faut jongler avec tout ça. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que le 8 décembre 2018, ils ont créé un militant qui s'arrêtera pas en fait, et ils en ont créé tout un tas d'autres. Moi, je peux vous en citer au moins une vingtaine là, une de tête juste dans le collectif des mutilés. Et je pense qu'avec les Gilets jaunes qui ont subi la répression, ils en ont créé encore plus. Donc voilà. Ben, on va arriver au mot de la fin peut-être, hein. Effectivement, on a dépassé l'horaire qu'on s'était donné. Il y a une dernière intervention qui serait souhaitée par les uns ou les autres? En tout cas, merci Antoine d'avoir trouvé le temps de venir nous rejoindre pour ce mot de la fin et d'avoir pu à distance quand même intervenir tout à l'heure. Alors, je tiens quand même à dire à ceux qui nous regardent qu'à la base, c'était vous qui deviez être prioritaire. C'est le comité municipal qui a été déplacé. Hein. Donc, je suis désolé vraiment. J'essaie de concilier, voilà, pour ne pas vous faire défaut non plus. Voilà, et puis donc on se donne rendez-vous au mois de mars pour la pièce de théâtre. Florent, est-ce que je peux poser ma question à Antoine? C'est fait pour, j'avais dit, est-ce qu'il y a une dernière intervention? Donc vas-y. Hein. Ouais. En fait, Antoine, quand tu n'es... On peut se tutoyer. Hein. Oui. Quand tu n'étais pas là, et j'avais relevé ce que tu avais dit, tu l'as redit là. Ils ont fait de moi en 2018 quelqu'un qui s'est radicalisé. Et je posais la question du choix. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre choix que de devenir ce que tu es devenu, voilà, en disant, ils ont fait ça de moi. Philosophique. Les choix que d'autres ont fait. Parmi les blessés, il y en a eu qui ont fait le choix effectivement de se taire, de rester anonyme, de rester terrés chez eux, à être traumatisés. Moi, je ne juge pas ces camarades-là parce qu'effectivement, chacun chacun fait comme il peut face à sa douleur. Donc là-dessus, je ne peux pas les juger. Il y a ceux effectivement qui ont honte, qui effectivement ont avalé le discours de culpabilisation des victimes, notamment en disant que voilà, si ça leur est arrivé, c'était bien fait pour leur gueule. Donc ils restent pareil chez eux, mais pas forcément par traumatisme, mais plus par honte. Voilà, il y a aussi ça. Maintenant, le truc, c'est que quand un truc pareil vous arrive, vous pouvez aussi décider d'envoyer chez le monde, mais de genre tout le monde, et de juste n'en avoir rien à foutre, effectivement, qu'il y ait d'autres personnes qui subissent ça, et de juste rester centré sur sa douleur. Moi, voilà, j'ai fait le choix, effectivement, de me battre, de continuer à me battre encore et encore, et effectivement, de vouloir mettre un coup de pied dans une fourmilière qu'on galère à renverser depuis trop longtemps. Voilà. Donc moi, est-ce que je suis devenu... Après, je ne suis pas non plus le militant le plus radical du monde. Hein. Franchement, ça va. En plus, tu mets en manif, franchement, je ne fais pas grand-chose. Mais ouais, à un moment, les militants radicaux qui sont créés, est-ce qu'ils auraient pu faire un choix différent? Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Moi, je pense pas. Non, je pense qu'au contraire, effectivement, ils ont comme seul choix, effectivement, comme seule défense qui leur reste, malheureusement, la radicalité, la revendication, la voix de la rue,
Parfois même, s'il le faut, la voix de la barricade si on n'est pas écouté. Et si vraiment on n'est vraiment pas écouté, et ben, si on décide de nous attaquer avec des armes, ben, oui, on se retrouve avec des situations de violence encore plus... Voilà, on est dans l'escalade. C'est-à-dire que c'est eux qui font le choix, effectivement, par leur répression, d'être dans l'escalade de la violence. Les manifestants, bon, ben, voilà, on fait que répondre. Hein. Sachant que cette violence, ça commence à la base par des violences sociales, évidemment, et politiques. Merci. Vincent Taconnet, justement, on est à quelques jours de la commémoration dramatique, d'ailleurs, hein, de la mort de Malik Osekine dans une manifestation, hein, il y a pas si longtemps que ça, malheureusement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots d'évocation et puis on termine ensemble, quoi. Ah ben, je pensais en écoutant Antoine, je pensais à Jean Genet qui disait le monde occidental m'a piétiné, mais il ne m'a pas convaincu. Et puis, je pensais aussi, bien sûr, puisqu'il a été question de violence, de barricades, etc., je pensais que, effectivement, comme le dit Elsa Triolet, il n'y a que deux côtés aux barricades, mais que sur la barricade où on pouvait trouver Marius et Jean Valjean, Gavroche, quant à lui, avait déjà disparu, mais sur cette même barricade, il y avait aussi Javert, c'est-à-dire que effectivement, dans les mouvements sociaux et les mouvements populaires, dans les émeutes ou dans les actions, dans les manifestations, il y a bien évidemment aussi celui qui regarde ces manifestations se dérouler, qui peut les laisser se développer, mais qui aussi peut créer les conditions pour instrumentaliser. Et chacun en est conscient et chacun doit en avoir conscience. Remercie Florent Hillier, Antoine Boudinet et tous les participants à ce débat qui s'est déroulé dans des conditions malheureusement pas très extraordinaires, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'évidemment, on aurait 1000 fois préféré être en présence physiquement les uns les autres, et on préfère tous la distanciation brechtienne à la distance physique qui nous est imposée par la pandémie. Merci donc à tous et à bientôt, j'espère. Merci pour ce mot de la fin. Merci à Florent d'avoir fait confiance à Espace Mars pour participer à cette initiative, hein, parce que l'organisation, c'est plutôt Florent, oui, Hugo et les autres qui l'ont faite. Hein. Donc, écoutez, rendez-vous pour ceux qui aiment le théâtre du 2 au 6 mars prochain. J'espère qu'on sera sorti du confinement et qu'on pourra, je dirais, en présentiel, partager un certain nombre d'émotions et de réflexions. Et donc, à bientôt pour les uns et les autres. Ceux qui ont envie de continuer à débattre, pourquoi pas demain soir avec Jean-Marie Arrivé, dans le cadre de l'Université populaire de Bordeaux, associée à Espace Mars et d'un certain nombre d'autres organisations. En tout cas, merci Florent et à bientôt. Un petit livre que je vous conseille comme ça, à côté de celui de Florent, effectivement, celui de Jean-Michel Devezat, qui a raconté un petit peu ce qu'il a vécu. C'est pas un roman, c'est pas non plus des faits simplement d'actualité. C'est une tentative romancée, je dirais, de parler de cette période très importante. Et je regrette que Marie Estripo, la présidente d'Espace Mars, ne soit pas restée plus longtemps. Elle aurait pu nous parler, elle aussi, de ces longs mois où elle a manifesté avec les Gilets jaunes sur un des ronds-points de Langon. On pourrait aussi parler du travail que sont en train de faire des jeunes chercheuses, justement, à Sciences Po Bordeaux, à l'Institut... bon, c'est pas grave, je retrouverai le mot. Enfin, en tout cas, sont en train de travailler aussi pour tirer un peu quelques enseignements sur ce mouvement. Je pense que ce mouvement n'a pas fini de nous parler et de nous raconter beaucoup de choses
sur la France, sur les Français, sur leurs attentes et aussi sur la coupure entre métropole, ville et campagne, parce que ce qui s'est passé là, à ce moment-là, a reflété justement la disparition des services publics au fin fond des campagnes, des départements, et le sentiment d'injustice de se retrouver dans un pays où l'idée d'égalité citoyenne, d'égalité d'accès aux services publics n'est plus garantie dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'école, la santé ou bien d'autres domaines. Merci Antoine, merci Florent, merci Hugo, merci Vincent, et puis merci Stéphane, et puis Corinne, les autres, hein, et bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Au revoir, portez-vous bien.